Je voudrais d'abord vous remercier de vous être déplacé pour assister à cette conférence de Dr Saad concernant les nouveaux traitements du cancer de la prostate. Cette conférence sera suivie du témoignage de M. Jean Pagé, personne très connue des médias radio et télévision. Permettez-moi, avant de donner la parole à nos conférenciers, de prendre une petite minute pour vous présenter Procure. Procure est un organisme à but non lucratif basé à Montréal, ayant pour mission d'aider à prévenir et guérir le cancer de la prostate. Pour atteindre ces fins, Procure rend disponible au public un site Web extrêmement riche et complet d'informations sur le cancer de la prostate en français et en anglais. Procure a aussi mis en place une biobanque du cancer de la prostate au Québec afin d'offrir des échantillons et des données aux chercheurs pour accélérer la recherche et les découvertes en prévention, diagnostic et traitement du cancer de la prostate. Cette biobanque recueille et entrepose un nombre considérable d'échantillons, de même que de nombreuses données cliniques et démographiques provenant d'hommes qui subissent une prostatectomie suite à un diagnostic de cancer. Cette collecte d'échantillons se fait dans 4 centres hospitaliers universitaires du Québec, incluant le CHUM et le CUSUM à Montréal. Procure organise aussi des événements spéciaux et des conférences comme celle de ce soir et offre aux gens un livre gratuit sur le cancer de la prostate. J'en profite pour remercier sincèrement la compagnie Jensen qui a permis la tenue de l'événement de ce soir, de même que la web diffusion de la conférence. D'ailleurs, bonsoir à tous les gens qui nous écoutent via le web et un bonsoir particulier au groupe réuni à Sainte-Agathe, grâce à M. Saint-Amour, pour écouter la conférence de ce soir. Bonne soirée à tous à Sainte-Agathe. Une précision, aucune image n'est prise des gens qui assistent à la conférence. La caméra ne prendra que les conférenciers. Un petit mot sur l'horaire de la soirée. La présentation de Dr Saad va suivre. S'il y a du temps, on pourra prendre quelques questions avant la pause santé à 20h10. Il y aura ensuite le témoignage de M. Pagé vers 20h15 et du temps pour les questions aux 2 conférenciers. Ne vous en faites pas en passant pour vos tickets de stationnement. Si vous en avez pris, c'est gratuit. L'hôtel va ouvrir les barrières après la conférence et il n'y aura aucun frais. Alors, Dr Saad a obtenu son diplôme en médecine à l'Université de Montréal en 1985 et a complété sa résidence en urologie en 1990. Après un fellowship en urologie oncologique terminé en 1992, il est devenu chef du département d'urologie de l'hôpital Notre-Dame en 1994. Dr Saad est professeur titulaire au département de chirurgie de l'Université de Montréal et directeur du comité d'oncologie chirurgicale. De 2001 à 2003, il a été président de l'Association des urologues du Québec. En 2007, il a été nommé président du groupe canadien d'urologie oncologique et secrétaire trésorier de la section génito-urinaire de l'Institut national du cancer du Canada. Il est actuellement directeur au département d'urologie oncologique au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et il dirige le laboratoire de recherche en cancer de la prostate de l'Institut du cancer de Montréal, institut qui fait partie du centre de recherche du CHUM. Depuis 2004, il est titulaire de la chaire en cancer de la prostate de l'Université de Montréal. En 2005, il a reçu le prix du leadership et du rayonnement dans le domaine médical du CHUM. Il est de ce fait régulièrement invité à donner des conférences un peu partout dans le monde. Dr Saad a publié plus de 300 articles et abrégés scientifiques traitant de l'urologie oncologique. Il est d'ailleurs l'auteur, avec Dr McCormack, du livre très populaire « Comprendre le cancer de la prostate » que Procure a distribué à des milliers d'exemplaires. Les principaux intérêts de Dr Saad comprennent la biologie moléculaire, les marqueurs pronostiques du cancer de la prostate et les nouveaux traitements lorsque ce cancer devient hormonorésistant. Sans plus tarder, Dr Saad.
Merci beaucoup, Ginette, et merci à Procure d'avoir organisé cet événement qui est absolument essentiel pour mieux comprendre une maladie qui est malheureusement mal connue, malgré qu'il soit le cancer le plus fréquemment diagnostiqué en Amérique du Nord chez les hommes. Alors là, aujourd'hui, je vais faire un aperçu global du cancer de la prostate, incluant les nouveaux traitements, mais aussi certains des défis que vous entendez parler par rapport au dépistage et les choix de traitement pour des cancers localisés et aussi des cancers plus avancés. Alors, comme introduction, nous, au Québec, l'Association des urologues du Québec, on a pris une tradition depuis les 25 dernières années. Quand on parle en français, on fait des diapos en anglais pour que des gens qui sont peut-être pas parfaitement à l'aise à comprendre le français peuvent au moins suivre sur les diapos. Et pour ceux qui sont moins familiers à l'anglais, ils peuvent apprendre quelque chose. Alors, le cancer de la prostate, pourquoi il est important? Comme j'ai dit, 25 000 hommes seront diagnostiqués au Canada cette année. Je l'ai ici. Et 4 000, malheureusement, vont décéder du cancer de la prostate cette année. Ça en fait le cancer le plus fréquemment diagnostiqué au Canada, de loin dépassant le cancer du poumon et le colorectal. Et comme cancer mortel, elle est vraiment nez à nez avec le cancer colorectal, que je pense tout le monde prend au sérieux. Mais malheureusement, pour des raisons de mauvaise compréhension, des fois, le cancer de la prostate n'est pas pris au sérieux, malgré le fait qu'elle tue presque autant d'hommes que le cancer colorectal. On estime que 70 hommes seront diagnostiqués à tous les jours et 11 hommes vont décéder à tous les jours. Un homme sur 7 dans sa vie aura un diagnostic de cancer de la prostate et un homme sur 28 risque d'en décéder. Et c'est des statistiques qu'on veut grandement améliorer et avec la recherche et l'aide de Procure et les autres organismes, on va y arriver. Alors, il y a plusieurs défis en cancer de la prostate. Il y a les défis par rapport au dépistage. On veut être capable de mieux savoir qui est à risque de développer un cancer de la prostate pour dépister les gens réellement à risque. On veut aussi identifier les cancers. Pas tous les cancers diagnostiqués sont des cancers agressifs. Alors, on veut être capable d'identifier les cancers qui sont dits latents ou qui évoluent lentement pour éviter de surtraiter des hommes qui sont diagnostiqués. Mais à l'inverse, il y a des cancers qui sont très agressifs et on veut, à l'inverse, éviter de sous-traiter des hommes qui ont besoin non seulement des fois d'une opération, mais d'autres traitements pour augmenter les chances de guérison. On veut aussi apprendre à travers la recherche comment prédire comment vous allez répondre à tel ou tel traitement. Actuellement, en médecine, on est encore à l'époque où ce qu'on essaye et on espère. Et si ça revient, mais là, on va aux deuxième étape, troisième étape. On veut être capable de prédire que tel traitement va être l'idéal pour tel patient et éviter des toxicités et des dépenses dans le système de la santé qui seraient inutiles à passer d'un traitement à l'autre et d'aller directement avec le traitement qui serait le mieux pour le patient. Et ça s'appelle la médecine personnalisée. Et on y arrive tranquillement en cancer de la prostate. Et on veut aussi améliorer les traitements des cancers que malheureusement emportent les patients, les cancers des stades avancés, où ce qu'il y a jusqu'à aujourd'hui aucune chance de guérison, mais on fait des grandes percées à pouvoir prolonger la vie et la qualité de vie des gens qui sont atteints de cancers avancés, et je vais en parler. Alors, si on commence dès le début, la question qui se pose souvent en clinique, c'est quoi les facteurs de risque qui prédisposent à faire un cancer de la prostate? Le facteur de risque de loin le plus important, c'est l'âge. Si on vieillit, on est à risque de faire un cancer de la prostate. Et les gens qui atteignent l'âge de 80-90 ans sont à très haut risque de développer un cancer de la prostate. Et c'est un cancer qui devient important dans les sociétés riches, comme ici. Les sociétés où les gens décèdent à 50 ans parce qu'ils n'ont pas un bon système de santé, ils n'ont pas tout ce qu'il faut, le cancer de la prostate est loin d'être un problème. Mais le cancer de la prostate, ici au Canada, est un problème majeur parce que l'espérance de vie continue à augmenter. Et ne va pas arrêter d'augmenter, risque de continuer à augmenter, et le cancer de la prostate deviendra de plus en plus un problème majeur. L'histoire familiale est très importante. S'il y a des gens dans la famille, des frères, pères, oncles,
on est automatiquement plus à risque de développer un cancer de la prostate. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le côté maternel aussi est important. Alors, si la mère, sûrement pas eu de cancer de la prostate, mais si dans ses frères, il y a eu des cancers de la prostate, le fils est plus à risque. Alors, si les 4 frères de la mère ont eu un cancer de la prostate, ils sont à très haut risque. Et plus qu'il y en a dans la famille, plus qu'on est à risque. C'est identique avec le cancer du sein. La race. Les gens de race noire sont réellement plus à risque de cancer de la prostate. On ne sait pas encore pourquoi. Et c'était un problème qui était très peu étudié parce que les gens de race noire en Afrique vivent pas assez longtemps pour que ce soit un problème. Mais il y a des gens de race noire qui vivent en Guadeloupe et en Martinique qui ont une espérance de vie d'au-dessus de 80 ans. Et ils sont la population le plus haut risque de cancer de la prostate à l'échelle mondiale. Alors, on a une population qu'on est en train d'étudier, de comprendre pourquoi la race noire semble prédisposée au cancer de la prostate. La diète, le poids, semblent être des facteurs de risque. Si on est obèse, on semble avoir un plus haut taux de cancer de la prostate. Et le poids corporel semble avoir un certain lien. On n'est pas sûr pourquoi. Est-ce que c'est le risque de diabète qui peut augmenter? Ça, c'est encore incertain. Le soleil semble être protecteur. Alors, le soleil augmente les vitamines D et on pense que c'est peut-être protecteur. Et quand on remarque à l'échelle mondiale, les pays avec le plus haut taux de mortalité de cancer de la prostate sont les pays avec le moins de soleil. Alors, les pays scandinaves sont plus à risque que le sud de l'Italie, où il y a beaucoup de soleil. Peut-être leur diète aussi est un peu mieux avec l'huile d'olive, mais il y a des facteurs avec le soleil qui semblent être intéressants. C'est un point d'interrogation parce qu'un endroit difficile à vraiment étudier. La vasectomie, il y a quelques années, il y a eu des nouvelles que peut-être la vasectomie augmente le risque. C'est absolument pas vrai. L'éjaculation, il y a eu des études qui ont dit si on éjacule beaucoup, on se protège du cancer de la prostate. D'autres qui ont dit si on éjacule trop, on augmente notre risque. Il n'y a aucune étude qui a bien démontré que l'éjaculation joue pour quoi que ce soit. Il n'y a aucune raison logique que ça va jouer. Alors, utilisez cette information à votre avantage. Si c'est protecteur et ça peut vous aider dans votre couple, allez-y. Au point de vue mythe, est-ce qu'on peut prévenir le cancer de la prostate? Ça aussi, je peux vous dire qu'il se dépense au-dessus de 1 milliard de dollars en Amérique du Nord pour toutes sortes de produits pour prévenir le cancer de la prostate. C'est le plus gros domaine de homéopathie et des produits naturels. Alors, est-ce qu'on peut prévenir le cancer de la prostate? La réponse est non. OK? Il y a eu beaucoup sur la vitamine E, que c'était protecteur. Il n'y a aucune étude qui a démontré que la vitamine E protège contre le cancer de la prostate. Et malheureusement, il y a eu une très bonne étude sur 35 000 hommes étudiés prospectivement, où ce que les gens ont recevé du vitamine E, d'autres non, d'autres sélénium, d'autres la combinaison des deux. La vitamine E, non seulement protégeait pas, elle augmentait le risque de cancer de la prostate. Alors, la vitamine E, si vous en prenez pour vous protéger, arrêtez ce soir. La vitamine D. La vitamine D semble être peut-être protecteur. Alors ça il n'y a pas des preuves absolues, mais ça semble avoir aucun effet nocif identifié à date, et c'est bon pour les os. Alors, on encourage de prendre des vitamines D, mais est-ce que c'est prouvé que ça réduit les chances de cancer de la prostate? La réponse est encore non, mais il semble avoir des propriétés intéressantes et au moins aucune propriété nocive à date. Le soya, il y a eu beaucoup d'études en laboratoire que ça peut être protecteur. C'est peut-être une des raisons que les Asiatiques font moins de cancer de la prostate, mais on n'est pas certain. Si vous aimez le goût du soya, mangez-en. Je ne pense pas qu'on a trouvé des problèmes avec le soya, mais il ne faut pas abuser d'aucun de ces produits. Le sélénium. Le sélénium dans les noix, c'est très bon, mais le sélénium en supplément n'a pas démontré une efficacité pour réduire le risque de faire un cancer de la prostate dans des bonnes études. Mais ça peut augmenter le risque de faire du diabète. Alors, prenez pas des suppléments de sélénium avec l'idée que ça va vous aider. Okay? Alors, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas basées sur la science et les évidences. Les tomates, on avait beaucoup d'espoir que les tomates étaient protecteurs. Peut-être ils le sont, mais les études ne sont pas concluantes. Il n'y a pas d'effet nocif. Alors, si vous aimez les tomates, surtout les sauces tomates, parce que c'est là où on a le plus de lycopène, et les tomates cuites, ça a l'air d'être très bon,
Mais est-ce que ça protège contre le cancer de la prostate? On ne le sait pas. Alors, mangez-y si vous aimez les tomates. Le thé vert aussi, il y a eu beaucoup sur le thé vert, comment c'est extraordinaire pour protéger contre toutes les maladies. Il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, mais il ne faut pas en abuser. Le thé vert, c'est quelque chose qui est asiatique. Ils ont peut-être des gènes pour le métaboliser, le thé vert. Il ne faut pas en prendre 6-7 verres de thé vert par jour. Les Asiatiques font beaucoup plus de cancer de l'estomac que nous. Alors, changez pas votre diète pour une diète asiatique en se disant, eux autres, ils n'ont pas de problème de cancer de la prostate, alors on va prendre leur diète. Vous allez peut-être changer un problème pour une autre. Alors, faites attention avec tout ce qu'on peut entendre et lire. Alors, tout ça pour dire que une diète bien balancée semble être ce qui est le mieux en général. Alors, en résumé, basé sur la science qui existe aujourd'hui, une diète nutritive, balancée, semble être ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qui est l'idéal? On ne sait pas encore. Les experts suggèrent d'avoir le moins de calories dans votre diète possible, le moins de carbohydrates pour réduire les chances de diabète. Ça, c'est des choses logiques. Faire plus d'exercice, prendre plus de légumes, des fruits, des noix, du blé. La viande, c'est pas mauvais. De dire qu'il faut couper la viande de la diète, c'est pas vrai, mais de peut-être pas en abuser. Et tant que possible, si vous êtes capable de manger de la viande qui vient d'animaux qui mangent de façon naturelle, c'est probablement sain. Essayez de garder un poids corporel normal pour votre taille. Alors, c'est correct de peser 200 livres à condition que vous n'êtes pas 5 pieds 2. Alors, moi, j'ai le poids idéal, mais je devrais mesurer 6 pieds 2. Alors, si vous mangez avec l'idée que votre cœur doit rester en santé, étonnamment, tout ce qui a l'air d'être bon pour le cœur semble être bon pour la prostate. Alors, pensez à votre cœur en premier. C'est encore le tueur numéro 1. Tous les cancers mis ensemble tuent plus que le cœur, mais le cœur demeure la cause de mortalité le plus élevée. Alors, si on passe au dépistage, on pourrait passer toute la soirée à parler du controverse autour du dépistage. Je ne veux pas éterniser là-dessus, mais la question, et vous entendez parler beaucoup à Découverte, ils ont fait une émission que j'ai participé. Ils ont l'air de l'avoir montré plusieurs fois. Je ne sais pas si ça répond plus ou ça confuse plus, mais de dépistage, il y a des controverses autour de ça. Il y a certaines expériences naturelles qui ont été faites à l'échelle mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est que les pays qui dépistent depuis plusieurs années, que ça soit fondé ou pas, on voit qu'il y a une baisse de mortalité de cancer de la prostate. Le Canada, les États-Unis et d'autres pays développés qui dépistent le cancer de la prostate ont vu la mortalité de cancer de la prostate baisser. Les pays où ce que leur niveau de vie augmente, mais que le dépistage est loin d'être une priorité, sont en train de voir la mortalité de cancer de la prostate augmenter. Le pays comme le Mexique, où ce que là, il y a un meilleur système de santé, les gens vivent plus longtemps, ils commencent à voir que le taux de mortalité par cancer de la prostate est à la hausse. Alors, pour l'instant, ce n'est encore pas leur priorité, mais c'est une façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a eu des études pour regarder le dépistage en cancer de la prostate? Oui. Il y a eu des études qui ont été publiées dans des journaux prestigieux comme le New England, qui ont montré que quand on dépiste les gens en Europe, ça c'était une étude sur 185 000 hommes, on avait une baisse de mortalité qui était significative. Alors, c'est sans aucun doute que le dépistage peut réduire la mortalité. Mais il y a un prix à payer à ça. Il faut traiter une quarantaine d'hommes pour sauver une vie. Alors, le problème n'est pas le dépistage, c'est surtout comment décider qui a besoin d'être traité. Mais si la question est est-ce que le dépistage réduit la mortalité, la réponse est oui. Malheureusement, les Américains ont fait la même étude. Et aux États-Unis, ils n'ont pas pu voir davantage au dépistage. Mais la raison est assez simple. Aux États-Unis, c'est très difficile de dire à quelqu'un « faites pas de PSA, faites pas de dépistage ». Alors, le groupe qui ne devait pas avoir du dépistage a eu quasiment autant de dépistage que le groupe qui devait avoir du dépistage. Alors, c'est des groupes qui sont contaminés. Tout ce qu'on a pu dire, c'est qu'un peu plus de dépistage n'ajoute pas grand-chose.
mais ça fait déjà 20 ans que les États-Unis font beaucoup de dépistage. C'est disponible à chaque coin de rue. Alors, c'est très difficile de dire à un Américain, parce que tu es dans le bras de pas de dépistage, faites pas de PSA, ça ne fonctionne pas comme ça aux États-Unis. La meilleure étude qui existe actuellement a été faite en Suède, où ce que là, il y a un système de santé où ce qu'on n'a pas accès à tout ce qu'on veut quand on le veut. Et là, c'est un pays qui était très contre le dépistage depuis longtemps. Et là, ils ont fait une étude quand il y avait assez de questionnements de dire, OK, on va étudier la question comme il faut. Ils ont pris 20 000 hommes, 10 000 avec du dépistage et l'autre 10 000, pas de dépistage. Et quand on dit pas de dépistage, il n'y en a pas jusqu'à ce qu'il y ait des symptômes ou des problèmes reliés au cancer. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a une baisse de mortalité de 44 %. Et quand c'est fait dans un système où ce qu'on contrôle les gens dépistés et pas, mais ça en prend 12 hommes pour sauver une vie. Alors, beaucoup mieux que l'étude européenne où il y avait des différences entre les pays, où il fallait traiter 40 pour sauver une vie. Alors ici, ça, c'est probablement la meilleure évidence que le dépistage bien fait peut réellement sauver des vies. Mais ça ne répond pas à la question qui en devrait traiter. Alors, en résumé, le cancer de la prostate tue beaucoup d'hommes, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont dépistés qui n'ont pas besoin d'être traités. C'est vrai, ça. Mais, à l'inverse, il y a des hommes dépistés qui sont sous-traités. Alors, on a un problème des deux côtés. Alors, l'emphase ne devrait pas être est-ce qu'on dépiste ou pas, mais plutôt, oui, on devrait dépister, mais trouver des moyens de savoir qui on devrait traiter, qui on pourrait observer et comment traiter les patients chez qui on fait un diagnostic de cancer de la prostate. Et Procure est un allié énorme pour ça, d'essayer de nous donner des banques de tissus, de mieux comprendre, parce qu'avec ces banques de tissus, on va pouvoir savoir qui fait des rechutes, qui va bien, et peut-être bientôt être capable de répondre à cette question. Si on passe au diagnostic maintenant, le diagnostic se fait encore la combinaison de 3 modalités. Le toucher rectal fait encore partie de l'évaluation des patients qui veulent savoir s'il y a un cancer de la prostate ou pas. Alors, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus confortable, mais c'est un test qui prend à peu près 30 secondes, qui nous permet de sentir s'il y a des bosses au niveau de la prostate qui sont suspects. Mais il y a beaucoup de cancers qu'on ne peut pas sentir au doigt. Et je dis souvent, j'ai des patients, des fois, qui décèdent de cancer de la prostate sans que j'ai jamais touché quoi que ce soit à la prostate. Alors, c'est rassurant, mais ce n'est pas une garantie qu'il n'y a pas de cancer. Le PSA, plus qu'elle est élevée, une prise de sang que vous connaissez, plus qu'il y a de chances de cancer de la prostate. Alors, si le PSA est au-dessus de 100, non seulement est-ce que c'est quasiment sûr qu'il y a un cancer de la prostate, mais elle est probablement déjà répandue. Alors, il y a une échelle. Et le PSA, malgré tous ses défauts, est un outil extrêmement utile. Ultimement, c'est la biopsie qu'on fait avec une échographie transrectale, où on prend un morceau de prostate qui nous donne le diagnostic de cancer de la prostate ou l'absence. Et quand on a le diagnostic, mais là, il faut grader les cancers, parce qu'il y a des niveaux d'agressivité. Et si le cancer est un grade 1, 2 et même 3 dans certaines circonstances, c'est des cancers qui ont très peu de risques de sortir de la prostate ou de se répandre ailleurs. Alors, c'est ce genre de patient-là qu'on pourrait parfois offrir de rien faire. Une fois que ça devient 4 ou 5 sur 5, mais c'est des cancers qui ont beaucoup plus de potentiel de sortir de la prostate et malheureusement de causer le décès des patients. Et on va être plus agressif pour ces cancers-là. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, là, on veut savoir, mais à quel stade est-ce qu'on est rendu? Alors, un stade précoce, les stades 1 ou 2, c'est que c'est limité à la prostate et tous les traitements fonctionnent très bien. Et on reviendra 2 minutes là-dessus. Stade 3, c'est des cancers qui ont commencé à sortir de la prostate et là, les chances de guérison diminuent beaucoup. Mais on a encore des moyens de traiter ces patients-là. Et un stade 4, c'est quand le cancer commence à toucher les ganglions, sort de la prostate et commence à toucher d'autres organes, et c'est surtout les os qui sont affectés par le cancer de la prostate. Alors, c'est comme 2 maladies différentes. Pris très tôt, c'est quasiment banal. Pris tard, avec les maladies dans les os, c'est une maladie extrêmement souffrante. Et c'est là où on a beaucoup de défis à soulager les douleurs dues aux métastases osseuses quand ils arrêtent de répondre au traitement.
Alors, les traitements qu'on a à notre disposition, comme j'ai dit, on peut des fois rien faire, surveiller le cancer de façon régulière pour voir si ça progresse ou pas, et intervenir quand ça progresse. On peut faire de la radiothérapie, on peut enlever la prostate avec une chirurgie, ou on peut faire de l'hormonothérapie quand le cancer est plus avancé. On peut catégoriser les risques de cancer de la prostate. Alors, pour simplifier les choses, on les a mis en 3 groupes. Un patient qui est considéré à faible risque, c'est un patient qui a un PSA en bas de 10. Alors, des fois, les gens, ils entendent 5 ou 6 et c'est la panique. Mais j'ai des patients avec 5 000 et 10 000 de PSA. Alors, il n'y a pas vraiment de limite jusqu'à où ça peut aller, mais c'est sûr que 5 000, ils ne sont pas ici ce soir. Souvent, c'est des patients qui vont très mal, qui sont très souffrants, parce que c'est un reflet, souvent, de l'étendue de la maladie. Alors, en bas de 10, un glycine 6 ou moins, et au doigt, on ne sent pas plus qu'une petite bosse. Ça, c'est un patient qu'on considère à faible risque. Faible risque de quoi? Faible risque que ça va se répandre ou d'en mourir dans les 10 prochaines années. Peu importe ce qu'on fait. À l'autre extrême, un patient qu'on considère à haut risque, ce qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est un PSA au-dessus de 20 ou un glycine 8 à 10. Et quand je dis 8 à 10, parce que tantôt je disais 1 à 5, c'est parce que la prostate, ce n'est pas toujours homogène. Alors le pathologiste va nous dire, il y a un peu de 3, il y a un peu de 4, et on fait la somme des deux, ça nous donne un 7 sur 10. Ou si c'est tout du 4, ça nous donne un 8 sur 10. Alors, étant donné que c'est pas toujours homogène, c'est pour ça qu'on ajoute les 2 chiffres que le pathologiste nous donne. Et au doigt, c'est un cancer qui nous semble déborder la prostate. Et après ça, un risque intermédiaire, c'est tout ce qui ne fit pas dans les bas risques ou les hauts risques. Et c'est la majeure partie de nos patients, c'est les risques intermédiaires. Et c'est là où on travaille fort pour savoir qu'est-ce qui serait le mieux à faire. Le cancer de la prostate est un des rares cancers où on a des données sur qu'est-ce qui arrive si on n'intervient pas jusqu'à ce que ça soit répandu. Alors ça, c'est une étude faite sur plusieurs centaines d'hommes. Et c'est peut-être un peu petit, mais ici, c'est le grade ou le score de glycine. 2 à 4, 5, 6, 7, 8 à 10. OK? Alors, plus que le chiffre est élevé, plus que c'est agressif. Et ici, c'est l'âge. Alors, ici, c'est des patients qui sont assez jeunes. Ici, c'est jusqu'à 64 ans, 65 à 69, et après 70 à 75 ans. Alors, ce que ce graphique essaie de nous dire, c'est qu'on a des données sur les 15 années après le diagnostic. On est tous d'accord qu'on va tous mourir de quelque chose. Alors, ce que le graphique nous dit, c'est ce qui parle, c'est les chances de mourir de n'importe quelle cause. Et ce qui est foncé, c'est les risques de mourir d'un cancer de la prostate. Alors, vous voyez que plus que le grade augmente, plus qu'il y a de chances que la cause de notre décès va être le cancer de la prostate. Et ça s'applique même pour des patients qui ont 70 à 74 ans quand le diagnostic s'est fait, que si le grade est élevé, il ne faut pas les négliger. Et c'est un des problèmes qu'on a réalisé depuis quelques années, c'est que des fois, on néglige les personnes plus âgées en leur disant « Mais à votre âge, inquiétez-vous pas, vous allez mourir de d'autres choses. » C'est pas vrai. Il faut regarder le cancer, pas juste l'âge du patient. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont jeunes, mais si le cancer est vraiment pas très agressif, c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'on doit absolument traiter tout le monde. Mais c'est sûr que 15 ans, c'est encore pas longtemps pour quelqu'un qui a 45 ou 50 ans. Alors, d'habitude, on va être plus agressif pour un cancer, même si ça nous semble petit. Alors, qu'est-ce qui sont comme traitement qu'on peut offrir? Pour un patient qui a un cancer de faible risque, toutes les options sont ouvertes à lui. La curithérapie ou la brachythérapie, c'est des implants radioactifs, vous voyez, c'est comme des grains de riz qu'on met dans la prostate, fonctionne très bien pour les bas risques, mais pas pour les risques intermédiaires ou les hauts risques. Alors, c'est une option qui s'applique juste pour des petits cancers pris très tôt
Et on a des bonnes données que ça peut être très bon pour 10-15 ans. Alors, si quelqu'un veut éviter une chirurgie ou la radiothérapie externe, c'est une option possible, mais ça dépend de d'autres facteurs comme la grosseur de la prostate. Alors, c'est une option qu'on peut retenir, mais il faut être certain que ça traite les bonnes personnes. Parce que si le cancer est plus agressif, ces curie-thérapies-là ne vont pas traiter la capsule de la prostate. Il y a des limites jusqu'à où il va aller avec ces rayons. La radiothérapie externe, ça, c'est la radiothérapie qu'on utilise le plus souvent. Et ça peut traiter des risques de toute catégorie parce qu'on peut élargir le champ de la radiothérapie et l'ordinateur va essayer de trouver la prostate et la viser le plus précisément possible pour éviter des rayons qui peuvent affecter le rectum ou la vessie. Parce que c'est l'effet secondaire de la radiothérapie, c'est les brûlures que ça peut laisser ailleurs. Mais nos appareils sont beaucoup mieux qu'il y a 20 ou 30 ans, beaucoup plus précis, beaucoup moins de complications, mais les complications sont toujours possibles. Il n'y a aucun de ces traitements qui est sans risque. Maintenant, on a aussi le CyberKnife, qui est comme une radiothérapie chirurgicale, extrêmement précis, qu'on utilise surtout pour le cerveau, mais qu'on commence à utiliser pour la prostate. Alors, ça va viser l'organe, et même si ça bouge, ça va suivre l'organe. Alors, c'est sûr que le cerveau, c'est là où on veut être le plus précis. On ne veut pas irradier d'autres choses chez les jeunes enfants, mais on commence à l'étudier pour la prostate, pour voir si ça peut faire une meilleure job que la radiothérapie conventionnelle. La chirurgie. Alors là, ça, c'est l'étalon d'or, si vous voulez, parce que si on enlève le cancer et la prostate, on ne peut pas résister. Si on l'a pris à temps, le cancer risque de ne pas revenir, mais les risques sont un peu plus élevés quand on fait une prostatectomie radicale. C'est pour ça qu'on ne le fait pas chez tout le monde. Ça consiste en quoi? Ça consiste à enlever toute la prostate et les vésicules séminales qui emmagasinent le liquide séminal qui est éjaculé. Alors, quand on fait une prostatectomie radicale, il n'y a plus d'éjaculation. C'est impossible, mais il peut y avoir des orgasmes. L'orgasme ne dépend pas du liquide. Et étonnamment, l'orgasme ne dépend pas de l'érection. On peut avoir des orgasmes sans érection parce que les nerfs ne sont pas les mêmes. Ça peut être difficile à comprendre, même pour les médecins, des fois, ils ne réalisent pas que les nerfs sont complètement séparés. Les nerfs pour l'orgasme ne sont pas touchés à l'opération. Mais les nerfs d'érection sont malheureusement souvent touchés parce qu'ils sont collés à la prostate. Alors, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe l'urètre, on coupe la vessie et on enlève la prostate. Alors là, il reste un espace entre la vessie et l'urètre. Et là, avec des points, on va réaboutir le tout pour que la personne puisse uriner normalement. Et ça peut prendre quelques semaines, des fois à quelques mois, pour retrouver la fonction urinaire normale, mais la majeure partie des patients vont retrouver une continence normale. L'autre phénomène récent, c'est le robot. Ça attire beaucoup d'attention. On aime toujours penser qu'une machine peut faire mieux que la main. Est-ce que c'est prouvé? La réponse est non. C'est une façon d'opérer, mais l'opération demeure le même avec les mêmes complications et au point de vue cancer, les mêmes taux de succès. Alors, ce qui est important, c'est qui est en arrière de la main et qui est en arrière du robot. Ce n'est pas le robot qui va opérer. Alors, quelqu'un qui n'est pas habitué à utiliser un robot, ça peut être des catastrophes. Et aux États-Unis, ils ont des catastrophes avec le robot parce qu'ils achètent le robot. Si tu n'étais pas un bon chirurgien avant, le robot ne va pas te rendre un bon chirurgien. Et malheureusement, ce n'est pas avec 3 millions de dollars qu'on devient un bon chirurgien. Il faut être habitué à faire l'opération. Alors, c'est plus important d'être confortable avec votre médecin que de dire « moi, je veux absolument une technique ou une autre ». C'est plus l'expérience qui va donner les bons résultats. Qu'est-ce qui sont les résultats? Mais au point de vue effet secondaire, ce n'est pas négligeable. Alors, c'est pour ça qu'on veut traiter les gens qui ont réellement besoin. Avec la prostatectomie radicale, 20 à 70 % des hommes, même si on sauve les nerfs, vont avoir des problèmes érectiles. Il y a beaucoup de facteurs dans l'érection. L'incontinence urinaire, 15 à 50 %, c'est probablement exagéré, parce que c'est probablement plus 5 à 15 %, mais ça, c'est des données aux États-Unis, où souvent, ils ne font pas une bonne sélection. Il y a beaucoup de chirurgiens qui font très peu cette opération-là aux États-Unis. Alors, leurs résultats semblent être un peu moins bons que les nôtres. Au niveau radiothérapie externe, il y a quand même des problèmes d'érection, mais il devrait avoir presque aucun risque d'incontinence. L'incontinence est plutôt d'uriner souvent qui est le problème,
Mais même si on fait juste l'observation, 30% des hommes vont finir par se plaindre d'une dysfonction érectile. Les chances de guérir quelqu'un vont dépendre du stade où ce qu'on l'a attrapé. Si le cancer est confiné à la prostate, n'est pas déjà débordé, 90% et plus des hommes vont être guéris. Si ça a débordé de la prostate, même si ça a débordé, vous voyez, c'est quand même 75% des hommes vont être guéris. Mais si ça commence à toucher les vésicules séminales ou les ganglions autour, ça veut dire qu'il commence à avoir des métastases, mais les taux de guérison vont diminuer de façon importante. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler pour améliorer le sort de ces patients. La question qui se pose des fois, est-ce que l'opération, c'est mieux que d'observer et de traiter plus tard? Encore, en Suède, ils sont capables de faire ce genre d'études-là, où ils ont pris des hommes et ils ont choisi pour eux de façon randomisée. L'ordinateur a choisi, vous allez être opéré, vous non. Et on va vous suivre. C'est difficile à faire. On a essayé de le faire ici, en Amérique du Nord, ça n'a pas été un gros succès. Mais ils ont pu publier ça encore dans le New England avec beaucoup d'années de suivi. Et oui, au moins en Suède, c'est sans aucun doute qu'on réduit le risque de mourir et de métastase par 50%, surtout quand on traite par opération des patients moins que 65 ans. Mais même si on prend tous les âges, il y a une réduction qui est significative. Mais l'avantage semble être le plus pour les hommes plus jeunes si on prend tous les cancers mis ensemble. Alors, une fois qu'on a traité, si le PSA se met à monter, qu'est-ce qu'on fait? Premier message, c'est pas parce que le PSA monte que c'est la fin du monde. Malheureusement, il y a une anxiété autour du PSA qui est disproportionnée. Il faut parler avec votre médecin et regarder. Oui, ça monte, mais est-ce que ça monte vite? Est-ce que ça monte lentement? Est-ce que ça a pris 6 mois pour monter après l'opération ou la radiothérapie? Ou est-ce que ça a pris 5 ans? C'est un cas par cas. C'est pas parce que ça monte que la fin du monde est arrivée, tellement qu'on ne va pas traiter tout le monde qui a un PSA qui monte. On a réalisé que si on traitait tout le monde avec le PSA qui monte le moindrement, on risque de faire plus de tort que d'avantage. Il n'y a pas longtemps, on donnait de l'hormonothérapie à tout le monde qui avait le moindre augmentation du PSA. On a réalisé qu'on faisait plus de tort que de bon, parce que l'hormonothérapie, si c'est donné à des gens qui n'ont pas réellement besoin, augmente le risque d'ostéoporose, enlève le libido, fait des problèmes peut-être de diabète cardiaque. Alors, c'est des complications qui sont faibles et sont justifiées quand c'est nécessaire, mais quand on peut l'éviter, on va toujours essayer de l'éviter. Alors, si on va dans les stades de cancer de la prostate, alors le diagnostic, on a parlé, le cancer plus avancé, surtout des rechutes après traitement ou des patients qui arrivent d'emblée avec un cancer avancé, et c'est là où on va donner de l'hormonothérapie éventuellement. Mais là, on va établir un stade de cancer qui est résistant à la castration, résistant à l'hormonothérapie, et c'est malheureusement seulement quand c'est rendu là que les patients peuvent en mourir. Et je dis peuvent parce qu'on garde des gens en vie très longtemps de nos jours. Qu'est-ce que c'est l'hormonothérapie? En un mot, c'est la castration. Et c'est la façon qu'on faisait de l'hormonothérapie jusqu'il y a quelques années. Enlever les testicules était la façon la plus rapide et la plus sûre de faire de l'hormonothérapie. Et le prix Nobel a été gagné pour ça, parce que dans les années 40, on a réalisé qu'en faisant une castration, on prenait des gens alités, presque mourants, et ils étaient ressuscités. Maintenant, on a des traitements que vous connaissez, Zoladex, Lupron, Eliga, Trelstar. Il y a plusieurs hormonothérapies en injection qui varient de tous les mois à tous les 6 mois. Et on a des pilules qu'on peut combiner avec. Et ça va faire la même chose que si on enlevait les testicules. Même chose en termes d'avantages pour le cancer, même chose au point de vue désavantages pour les effets secondaires, qui sont la perte du libido, parce que le testostérone doit baisser, c'est ça qui nourrit le cancer, les bouffées de chaleur. Alors, les femmes sont toujours bien heureux, parce que là, les hommes vivent ce qu'ils vivent depuis longtemps. Alors, ils n'ont pas pitié quand ils viennent au bureau, là. C'est pas fin, mais c'est ce que vous voulez. La fatigue, souvent sous-estimée,
mais c'est un des effets. Le testostérone donne l'énergie. Des fois, et ça, c'est pas tellement bien étudié, ça peut donner des changements d'humeur et ça augmente la masse de graisse et on perd un peu de muscle. D'où l'importance de rester actif quand on est sous hormonothérapie. Il faut bouger, il faut faire de l'exercice, des exercices de résistance et ça aide à garder la masse musculaire et peut réduire la perte osseuse et, au point de vue syndrome métabolique, si quelqu'un a des prédispositions à faire du diabète, la haute pression, il faut les surveiller sous hormonothérapie. Ce qu'on essaie de faire pour améliorer les effets secondaires de l'hormonothérapie, c'est de faire de l'hormonothérapie intermittent. Ça veut dire qu'on donne des hormones, quand le PSA baisse presque à zéro, on arrête, et quand ça remonte, on recommence. Et on fait des cycles, d'habitude, avec des PSA qui sont aux alentours de 10, on recommence les hormones. On vient de publier une étude énorme qui a démontré que c'est aussi bon de faire ça que de le donner tout le temps, à condition qu'il n'y a pas de métastases. Quand il y a des métastases, c'est mieux de le donner tout le temps. Et comme j'ai dit, quand il y a des métastases avec l'hormonothérapie, tant que l'hormonothérapie fonctionne, on n'ajoute rien. Il n'y a pas de traitement qu'on doit ajouter. Des fois, les gens restent surpris. Je leur dis qu'ils ont des métastases, ils disent, mais où est-ce qu'il y a la chimio? Où est-ce qu'il y a les pertes de cheveux, le mal de cœur? En cancer de la prostate, il n'y en a pas. Tant qu'on répond aux hormones, on ne fait pas d'autre chose. Quand les hormones sont données, et malgré les hormones qu'on donne, le PSA se met à monter ou le cancer progresse dans les os, c'est là où on a le plus de problèmes. C'est là où les patients souffrent le plus et finissent par en mourir. Alors, qu'est-ce qu'on avait à offrir jusqu'à récemment? À peu près rien. On avait 2 médicaments qu'on pouvait offrir. Un qui pouvait prolonger la vie de quelques mois avec une bonne qualité de vie. Les gens qui recevaient cette chimio avaient une meilleure qualité de vie que ceux qui ne le recevaient pas. Et un médicament pour aider à réduire les complications osseuses, le Zometa et le Taxotere qui était la chimio. Et on a fait beaucoup d'études, mais c'est une maladie difficile à faire des percées. Et tout d'un coup, en 2 ans, on a 6 nouveaux médicaments qui sont venus s'ajouter à ce qu'on peut faire pour les patients qui sont à ce stade-ci. Alors, c'est assez extraordinaire de passer d'à peu près rien à maintenant plusieurs médicaments qui peuvent prolonger la vie et la qualité de vie des gens atteints de cancer de la prostate à ce stade-ci. Alors, au niveau des os, comme je vous ai dit, la souffrance vient principalement des os. Alors, quand les patients résistent aux hormones, on va continuer les hormones, mais c'est là où on va commencer à ajouter d'autres choses, comme le Zometa ou le Xgeva, qui sont des médicaments pour renforcer les os, réduire les risques de complications, qui sont des fractures ou la douleur qui a besoin de la radiothérapie. La chimiothérapie est encore le premier traitement qu'on va donner, et c'est celui qui a été découvert en 2004, qui va améliorer la survie des gens et aussi la qualité de vie des gens en termes de douleur et en termes d'énergie. Et après ça, ce qu'il y a de nouveau, c'est le cabazitaxel, qui était utilisé chez des gens qui avaient eu de la chimiothérapie, mais qui ont progressé par la suite. Et jusqu'à récemment, on n'avait rien à donner à ces patients-là. Le cabazitaxel est la première chimiothérapie qui peut agir chez des gens qui ont déjà eu une vieille chimiothérapie. Et ça prolonge la vie d'à peu près 30 %. Encore plus nouveau et très excitant pour des patients parce que l'âge moyen est assez âgé chez beaucoup de ces patients qui ne peuvent pas tolérer plusieurs lignes de chimiothérapie. Alors, l'alternative ou l'autre médicament qu'on peut donner, même s'ils ont déjà eu de la chimiothérapie 2 fois dans le passé, c'est abiraterone ou Zytiga, qui est une pilule, c'est en effet 4 pilules qu'on prend en même temps, qui agit un peu comme notre hormonothérapie, mais de façon beaucoup plus puissante. Alors, ça va agir au niveau des testicules, la source principale, mais aussi au niveau de la surrénale qui peut produire des hormones mâles et les cellules cancéreuses de la prostate elles-mêmes qui peuvent produire des hormones pour s'auto-nourrir. Ils sont intelligents, les cancers.
Ils ont besoin d'hormones pour vivre. Il n'y en a plus des testicules. Alors, ils finissent par en produire une petite affaire pour pouvoir s'auto-nourrir. Alors, ça va agir partout où il peut y avoir de la production d'hormones. Et ce que ça a démontré, l'étude qui était publiée dans le New England l'année passée et qui vient d'être approuvée à cause de ça au Canada et ici au Québec, c'est que ça peut prolonger de plusieurs mois les patients chez qui, anciennement, on n'avait absolument rien à offrir et améliorer la qualité de vie des gens et la douleur des gens. Alors, c'est quand même très bienvenu d'avoir la chimiothérapie et le Zytiga comme choix. Encore sur l'effet des hormones, on a les hormones qui nourrissent, mais on a des récepteurs sur les cellules qui reçoivent ces hormones pour être capables de vivre. Et on a réalisé que si on pouvait bloquer l'action des hormones, le T, c'est le testostérone, sur les récepteurs, qu'on pouvait peut-être faire quelque chose de bien aussi. Et en effet, le enzalutamide est un autre médicament qui vient tout juste de démontrer que lui aussi, après chimiothérapie, pouvait prolonger la vie. Alors, c'est ça que je vous dis, quand on commence à avoir plusieurs médicaments pour aider nos patients, plusieurs options à les offrir. Et ce n'est pas fini. Ici, vous avez un bref aperçu de toute la recherche qui se passe. On essaie de trouver des choses à faire avant les métastases ou avant la chimiothérapie, avec la chimiothérapie et après la chimiothérapie. Alors, la recherche continue de façon très intense, parce que comme j'ai dit au début, on n'a pas encore guéri un seul patient. Ce qu'on veut faire, c'est qu'une maladie mortelle devienne une maladie chronique, où les gens vivent plus longtemps et vivent bien. Et je dis souvent qu'on n'a jamais guéri un diabétique sur l'échelle mondiale. Mais les diabétiques, maintenant, vivent des vies normales et aussi longtemps que quelqu'un qui n'a pas le diabète. Et c'est ça qu'on veut essayer de faire avec le cancer. Il y a d'autres médicaments aussi qui sont à la recherche. Et là, je vous donne 2 exemples où on commence à diriger des molécules vers des parties du cancer qui le fait vivre. Et on commence à avoir des médicaments qui font carrément disparaître les métastases. C'est sûr que c'est encore très préliminaire. Ça a été étudié chez quelques patients. Maintenant, on commence à l'étudier chez un grand nombre de patients à l'échelle mondiale pour voir si vraiment ce médicament pourrait être efficace dans le cancer de la prostate. On a des vaccins. On entend parler beaucoup des vaccins. Les vaccins qu'on a étudiés à date ne sont pas extraordinaires, mais on a des nouveaux vaccins qui sont à l'essai et qui commencent des études qu'on espère vont être encore mieux que les anciens vaccins qui donnaient juste quelques mois d'avantage par rapport au placebo. Éventuellement, ce qu'on espère, c'est qu'on va pouvoir étudier les cellules spécifiques aux patients. Il y a des cellules cancéreuses qui circulent dans le sang. Là, on a des appareillages qui nous permettent de trouver juste quelques cellules en prenant une minuscule quantité de sang d'un patient. Étudier le nombre de ces cellules qui circulent. Et là, la technologie est en train de graduellement nous permettre d'étudier un peu plus spécifiquement les caractéristiques de la cellule pour qu'on puisse décider quel médicament donner à quel patient, essayer de savoir d'avance est-ce qu'ils vont répondre ou pas, et peut-être savoir plus rapidement est-ce qu'il est en train de répondre ou pas pour qu'on arrête et passer à d'autres choses plus rapidement. Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait là-dessus et toutes les études cliniques qu'on fait actuellement incluent les mesures de cellules circulantes pour qu'on puisse les étudier. Alors, en conclusion, le dépistage, hors de tout doute, peut sauver des vies. Et la controverse ne devrait pas être à savoir est-ce qu'on dépiste ou pas, mais plutôt de savoir qui en traite et comment. Et c'est ça que j'essaie de transmettre à Découverte quand on a parlé de ça. Le traitement continue à s'améliorer dans le cancer localisé. On fait une meilleure job pour avoir moins de complications, mais ça va toujours demeurer des risques. Alors, si on sait qui a vraiment besoin d'être traité, mais on va accepter ces risques-là si on est certain que le patient a besoin. Pour le cancer avancé, on est passé d'à peu près rien à une certaine richesse de choix et d'options, et on peut passer de un à l'autre et continuellement donner de l'espoir à des gens. Et maintenant, j'ai des gens qui viennent nous voir, qui devaient vivre 6 à 12 mois, selon toutes les statistiques, et que 5 ans plus tard sont encore en vie. C'est assez extraordinaire et très, très gratifiant.
Alors, je pense sincèrement, les hommes dans la salle et les hommes qui nous écoutent ont de quoi être optimistes de l'avenir, eux et leurs familles. Et je conclus par dire, c'est à travers la recherche qui vient l'espoir et que des organismes comme Procure et les autres organismes qu'on travaille ensemble et les universités qu'on travaille ensemble et les chercheurs, on essaye de moins en moins de travailler en huis clos. On fait des efforts à travailler avec nos collègues à travers le Canada, à travers le monde, parce que si on veut avoir des réponses, on ne peut pas travailler de façon isolée. Il faut mettre nos efforts ensemble. L'Internet aide de façon précieuse. Le Web aide de façon extraordinaire pour communiquer, mais malheureusement, je dois encore faire beaucoup d'avions pour que... Alors, Air Canada est très heureux. Alors, je vous dirai merci, et je dis merci surtout à ces gens-là qui tolèrent mes absences. Elle, c'est pas ma fille, c'est ma femme. Je sais qu'elle a l'air beaucoup plus jeune. Mais il y a juste 1 an et demi de différence. Il y a quelques minutes pour des questions. Oui. Est-ce qu'il faut passer obligatoirement par la chimiothérapie avant d'utiliser les nouveaux traitements comme la chimiothérapie? Alors, actuellement, la réponse simple serait oui. Il y a une étude qui vient de sortir avant chimiothérapie qui a démontré des résultats assez extraordinaires. Mais ça va par étapes. Il faut qu'on fasse approuver un médicament pour l'utiliser plus tôt. Actuellement, c'est des gens qui ont déjà eu de la chimio qui ont accès. Quelqu'un qui peut vraiment pas recevoir de la chimio. Et ça, c'est, à mon avis, encore la minorité des hommes. Là, oui, des fois, on peut, de façon exceptionnelle, faire approuver par le gouvernement, le payer le médicament. Et ce nouveau médicament-là, pré-chimio, est-ce qu'il va être sur le marché prochainement? Mais c'est le même médicament. C'est juste de l'utiliser plus tôt. Le Zytiga ou l'abiraterone, le médicament a été premièrement étudié après la chimio, démontré des résultats excellents. Et là, la deuxième étude vient tout juste, et pas encore publiée, mais les résultats viennent d'être dévoilés, que ça retarde les symptômes, retarde le besoin de chimiothérapie, mais ce n'est pas encore approuvé pour cette indication-là. Juste, j'inviterais à venir au micro poser la question, s'il vous plaît, pour les gens qui sont sur Internet, qui puissent aussi entendre la question. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Professeur, pour cette brillante conférence. J'aimerais bien savoir... Oh, pardon, excusez-moi. Vous avez relaté une coopération avec d'autres chercheurs dans d'autres pays. Et j'aimerais savoir si cette coopération se fait sous l'égide d'un organisme international comme l'OMS, ou alors ce sont des initiatives scientifiques prises individuellement ou institutionnellement. Oui, alors, quand on instaure des programmes de santé publique, oui, on travaille avec l'OMS et d'autres, mais pour la recherche, on a des organismes coopératifs qui englobent les différents organismes comme le NIH, le MRC en Angleterre, en Australie. Alors oui, il y a des collaborations. Dépendant de l'ampleur de l'étude, c'est des organismes reconnus, coopératifs, qui sont établis pour ça. Merci, professeur. Bonjour. J'aimerais que vous me situiez le médicament Avodart, parce que je ne sais pas si je suis seul qui en prend ici, mais c'est ce qu'on m'a prescrit pour mon cancer. Et je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant. Je n'ai pas terminé votre livre, qui est très intéressant, mais je ne l'ai pas vu, ce médicament-là. Je ne sais pas s'il y a plusieurs hommes qui en prennent. Donc, ça vise à diminuer beaucoup la production de ma testostérone. Mais je me pose quand même des questions face à ça, dans le sens où, est-ce que ça m'aide beaucoup? Est-ce qu'il y a quand même un risque de mon côté? Il faut quand même continuer, j'imagine, à me faire surveiller. Il faut que je continue à me faire surveiller. Alors, je vais juste reprendre la question, c'est l'Avodart, qui est un médicament qu'on utilise pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, pour réduire le volume de la prostate. Ce qu'on a appris, c'est que ça peut aider les symptômes. Ça ne va pas guérir le cancer. Okay? Ce n'est pas un vrai traitement approuvé pour le cancer. Mais il y a eu des études qui ont démontré que ça pourrait, des fois, retarder la progression du cancer. Alors, c'est une sorte de compromis entre
faire l'observation et un traitement, mais ça n'a pas l'approbation de l'utiliser pour le traitement d'un cancer de la prostate. Alors, ça peut aider vos symptômes. On pense que peut-être ça pourrait retarder la progression, mais ça serait difficile là, d'élaborer beaucoup plus que ça. Mais il y a beaucoup de controverses autour de l'utiliser spécifiquement pour traiter le cancer. Donc, je dois, comme vous dites, Il faut être continuer quand suivi même comme si vous recevez rien. Est-ce que Et ça ne baisse pas le testostérone, juste une petite correction. Ça ne le baisse pas. Ça donne des fois les effets, mais ça ne le baisse pas. Ah bon. Est-ce que vous jugez qu'un suivi annuel est suffisant ou je devrais être suivi aux 6 mois? Oh, mais là, ça, c'est... Non, c'est mon Oui, neurologue. je pense qu'il faut éviter OK. de cas par cas. Parfait, OK. Mais à tous les ans, non, c'est pas suffisant. Merci. Pour quelqu'un qui suit d'un cancer de la prostate connu, ça devrait être plus fréquent que ça. Merci. Bonjour, je viens juste, il y a quelques heures à peine, d'être diagnostiqué cancer. Grade 1, PSA bas à 5, mais le Gleason à 8. Mais ce n'est pas l'objet de ma question. Ma question est que il y a à peu près 25 ans de ça, j'ai eu un cancer des testicules, des traitements de radiothérapie. Et mon neurologue pense que je ne peux pas avoir de nouveau de la radiothérapie. Alors, lui suggère l'ablation, en fait, l'opération par paroscopie. Alors, c'est ça. Comme j'ai dit, j'essaie dans ces soirées-là d'éviter de donner des recommandations individuelles, parce que c'est toujours dangereux avec peu d'informations. Je pense que la question plus précise, est-ce que c'est vrai que du fait que j'ai déjà eu de la radiothérapie, que ça ne puisse pas s'appliquer une deuxième fois? Il faut voir avec le radiothérapeute où et combien de radiothérapie vous avez eu. Okay? Parce que les champs de radiothérapie peuvent varier dépendant. Il y a 25 ans, on donnait des plus grands champs. Alors, si ça a été trop bas, des fois, c'est vrai qu'on ne peut pas donner trop de radiothérapie 2 fois dans le même champ à cause des intestins et des autres. Mais je ne veux pas vous dire que la radiothérapie est exclue. D'accord, merci. Bonsoir, j'ai une question d'un internaute. En fait, la voici. En avril, j'ai eu une RTUP et ils ont découvert que j'avais un cancer. Donc, au mois de septembre, j'ai subi une prostatectomie par robotique. Comment expliquer avant ma RTUP que mon PSA était un faux négatif? Alors, peut-être que je n'ai pas été assez détaillé. Le PSA, il n'y a pas de chiffre en dessous de laquelle on peut absolument éliminer un cancer. C'est pour ça que le toucher rectal vient aider, mais ça arrive dans certains cas que ni un ni l'autre détecte le cancer. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un faux négatif, c'est juste qu'on n'a pas un seuil parfait. Alors, je ne sais pas c'était quoi le chiffre, mais quand on fait des autopsies à des hommes en vieillissant, on en trouve 30 à 50 % des hommes qui meurent de d'autres causes ont du cancer dans leur prostate. Et c'est justement ces cancers-là qu'on veut essayer d'éviter de diagnostiquer, parce que si on meurt de d'autres choses, on ne veut pas trouver un cancer qui n'aurait pas été dangereux pour nous. Alors ici, la question est une bonne. Il y en a qui trouvent que 4, c'est le seuil normal, mais dépendant de l'âge, des fois, on va accepter 2,5. Alors, faux négatif, le PSA n'est pas un test de grossesse. Elle n'est pas positif ou négatif. Il y a un continuum, et tout ce qu'on sait, c'est que plus qu'elle est élevée, plus qu'il y a de risque de cancer. Plus qu'elle est bas, moins qu'il y a de risque. Mais on a fait une étude, très grosse étude, sur 18 000 hommes, qui ont été tous biopsiés, peu importe le niveau de PSA. Et même des PSA en bas de 1, il y avait 10 % des hommes qui ont trouvé des cancers. Mais on n'est pas pour biopsier tout le monde de trouver des cancers insignifiants. Bonjour. J'ai passé quelques tests de PSA, puis mon neurologue, par rapport à mon âge, m'a dit ton PSA, c'est douteux. Il m'a parlé de vélocité. Puis, OK. Maintenant, il m'a fait passer un nouveau test européen, le test de PCA3. Est-ce que c'est meilleur que le PSA? Alors, le PCA3 ne remplace pas le PSA. La question, est-ce que le nouveau test européen, en réalité, c'est un test québécois, pour préciser. C'est une découverte québécoise. Et j'étais, avec Dr. Fredette, un des premiers à l'étudier. Ça fait déjà 15 ans. Et maintenant, elle est sur le marché parce que ça a été acheté. Alors, juste une précision.
faut que le Québec prenne le crédit pour ceux qui ont été des découvertes. Mais c'est un test qui détecte un gène dans les cellules qu'on trouve dans les urines. Quand ce gène-là est présent, les chances d'avoir un cancer est plus élevées que si le gène n'est pas là. Mais c'est avec le PSA, ça ne le remplace pas. Alors, ça peut aider une certaine précision de savoir est-ce qu'on devrait aller vers la biopsie si on hésite d'aller vers la biopsie ou pas. Mon neurologue m'a dit on va faire de PSA. Puis vu qu'il n'était pas sûr, ils ont faire de PCA3. Oui. Puis comme le PCA était faible, ils ont fait plus rien. Parfait. Et c'est une conduite qui peut être raisonnable pour certaines personnes. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait, mais ça permet de quantifier le risque d'attendre versus de faire la biopsie tout de suite. Exact. C'est un élément de plus. De plus. Avec le toucher rectal, tout ça. Exact. Merci. Une autre question d'un internaute. Bonjour, j'ai 64 ans et mon dernier test PSA a révélé un score de 6,74 comparativement à 3,69 il y a un an. Mon médecin de famille m'a dit que je ne devrais pas m'inquiéter et qu'il me recommande des tests sanguins aux 2 mois pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite, s'il devrait me référer à un urologue ou non. Basé sur les informations que j'ai collectées dans les dernières semaines, je suis quand même un peu inquiet par rapport à cette augmentation assez rapide de mon PSA. Est-ce que je devrais m'en inquiéter et insister à rencontrer un urologue plus rapidement ou non? Alors, j'ai tendance à essayer d'éviter d'inquiéter le monde. Mais si le PSA a réellement doublé à l'intérieur d'un an, ça peut être un signe d'un problème. Ayant dit ça, c'est mieux de répéter le test au moins une fois parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire varier le PSA. Si vous faites beaucoup de bicyclettes et que vous faites le PSA le lendemain d'avoir fait 150 km de bicyclette avec un siège qui, vous savez où ce qu'elle est, ça peut le faire augmenter. Des inflammations, des infections, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire augmenter. Alors, c'est mieux de checker une fois pour être sûr. Et si réellement les 2 tests montrent que le PSA a doublé à l'intérieur d'un an, c'est probablement mieux d'aller voir un urologue et de décider les prochaines étapes. Parce que normalement, le PSA va augmenter à chaque année parce que la prostate grossit. Le PSA n'est pas un test anormal, c'est un reflet de ce qui se passe dans la prostate. Et en grossissant, on peut s'attendre à ce que ça monte de 0,5, 0,7 par année à cause du grossissement normal. Est-ce que tu veux? On va faire une petite pause, monsieur. Vous allez avoir la possibilité de poser votre question un petit peu plus tard. Alors, Jean Pagé est né à Chicoutimi. À la suite de son cours classique au Petit Séminaire de Chicoutimi, il a obtenu un baccalauréat en sciences politiques à l'Université Laval, à Québec. Sa carrière dans les médias commence vers l'âge de 18 ans, où il travaille en radio et télévision. Tout débute par un emploi de fin de semaine et d'été à CJMT Chicoutimi, une station de radio AM. Cet emploi dure pendant toutes ses études classiques, puis devient un poste permanent après l'obtention de son diplôme. Jean Pagé devient alors directeur de l'information, poste qu'il gardera pendant 5 ans, avant d'animer une émission d'affaires publiques à la radio de Radio-Canada à Québec. Parallèlement, le service des sports de la télévision de Radio-Canada à Québec utilise ses services lors de bulletins de nouvelles. En 1982, il est engagé par le service des sports de Radio-Canada à Montréal. Il y restera en poste 11 ans au sein du réseau national, couvrant successivement les Grands Prix de Formule 1, les Jeux olympiques d'hiver comme ceux d'été, la fameuse soirée du hockey, la Coupe du monde de soccer, le championnat du monde de patinage artistique, les Jeux du Commonwealth, la série cartes et l'Omnium de tennis du Canada. Jean Pagé est d'une grande générosité envers Procure. Il se déplace très souvent pour venir témoigner de son expérience, puisqu'il a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate il y a déjà quelques années. Nous avons de nouveau la chance de l'avoir avec nous ce soir. Il y aura, après le témoignage de Jean Pagé, une seconde période de questions. Alors, les gens sur le web qui ont des questions, ne vous gênez pas pour les envoyer. On a quelqu'un qui les reçoit ici et qui s'occupera de les transmettre à qui de droit. Alors, Jean. Merci beaucoup, Ginette. Bonsoir, mesdames, messieurs. À ceux qui sont là sur le web et à ceux qui sont à Sainte-Agathe. Alors, vous avez nos salutations de Montréal.
Je vais essayer de vous résumer un peu mon aventure parce que c'est toute une aventure. Puis je suis certain qu'il y en a plusieurs dans la salle qui la vivent ou qui l'ont vécue ou qui s'apprêtent à la vivre éventuellement parce que vous avez peut-être un taux de PSA. En tout cas, j'avais 49 ans à l'époque et bon, j'étais au sommet de ma carrière. Je travaillais à la soirée du hockey et comme Ginette vous l'a dit, je faisais tout, j'étais partout, je voyageais à travers le monde, championnat du monde de patinage, Jeux olympiques d'hiver, d'été, vraiment au sommet. Là. Et j'avais 2 enfants d'un 2e mariage, 2 grandes qui étaient déjà parties et mariées ou en voie de l'être, et 2 jeunes enfants qui avaient 10 mois, mon fils avait 10 mois et ma fille avait 3 ans. 49 ans, je dis, ce serait le temps peut-être d'aller passer un bilan de santé. Alors, je m'en vais voir mon médecin de famille, Richard Aubin, à l'Île des Sœurs, et passe le bilan de santé, prise de sang, etc., avec naturellement le PSA, l'APS. Et Richard me rappelle au téléphone, puis il me dit, j'aimerais ça que tu reviennes me voir. Ton taux de PSA est un peu élevé, mais il dit, faites-toi-en pas, il y a des faux positifs, là, puis il dit, je veux pas que tu t'en fasses avec ça. Et je retourne le voir, on prend un 2e test, le premier était sorti à 7,4. Le 2e est sorti à 7,5 ou 7,6. Et là, il a insisté en disant, j'aime pas ça, j'aimerais ça que tu ailles passer une biopsie et une échographie de la prostate. J'aime pas ça, il dit, j'aime vraiment pas ça. Il me fait un toucher rectal, il voit rien. Il me fait voir l'urologue de la clinique qui, au toucher rectal, ne voit rien, lui non plus. Et finalement, il me dit, je t'enverrai pas dans le système de la santé parce que je te connais, tu n'attendras pas, tu ne voudras pas attendre. Ça va te coûter 300, tu vas aller dans une clinique privée, passer une échographie et une biopsie. Alors, je m'en vais là avec ma femme à l'époque. Puis, quand je suis rentré dans la salle, il y a à peu près une dizaine d'hommes. C'est éclairé au néon. J'ai toujours haï l'éclairage au néon. Il y a une dizaine d'hommes, ils ont toute la tête blanche. Moi, j'arrive là, je ne reste pas ici, moi. Je m'en vais. Alors, elle me dit, non, toi, tu restes ici. Je dis, non, je m'en vais. Finalement, je me ramasse sur la table du médecin et... sur le moniteur, il y avait une masse noire là, à l'échographie. Et il me prend une biopsie, puis il dit, je pense que tu as vraiment quelque chose. Alors, j'ai rendez-vous avec, puis il me dit, tu as un cancer de la prostate. Il est à 8,5 sur l'échelle de Gleason. J'avais 49 ans. C'est même pas d'un statistique que Fred nous a montré. Là. Ça commençait plus tard. Alors, j'étais très jeune. Et à ce moment-là, c'était un peu surprenant. Le médecin est surpris un peu, mais il commençait à en avoir des plus jeunes là, qui étaient diagnostiqués. Alors, il m'a dit, c'est Michel Bazinet, il m'a dit, si je ne t'opère pas, ton cancer va te tuer dans les 10 prochaines années. Alors, c'est la fin du monde. Quand vous entendez le mot cancer dans le bureau du médecin, c'est la fin du monde. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre mot plus fort que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la publicité de la Société canadienne du cancer quand tout le monde tombe à la renverse. C'est exactement ce qui se produit. C'est une image qui est très, très forte et que le publicitaire, le concepteur a vraiment trouvé la façon de représenter ce que ça représente quand on entend le mot cancer. C'est un mot très fort, puis il y a, quand vous sortez du bureau du médecin, là, le seul mot que vous retenez, c'est cancer. Là, moi, je me suis enfermé 3 jours dans le sous-sol à pleurer. Et là, j'avais des questions à poser, puis j'en avais pas de réponse. Je trouvais pas de réponse. Mais le médecin m'avait dit, j'ai un de mes patients qui est un de tes amis. J'ai dit qui? Ben, tu peux pas te le dire, la confidentialité. Je dis, c'est vrai, OK. Mais il dit, je vais l'appeler, puis il va t'appeler. C'était Jacques Duval, le pilote automobile, le chroniqueur automobile, qui était en Floride. Le dimanche, il m'appelle, il dit, Jean, je m'en viens mercredi, je vais aller te voir. Il est venu me voir, lui, il était passé par là 1 an avant moi. Et là, il m'a rapporté et m'a raconté exactement par où je passerais. Et ça m'est toujours resté en arrière de la tête. Il m'a beaucoup aidé. Et là, j'ai commencé à croire à l'entraide humaine chez les hommes. Sauf que j'ai été 4 ans sans être capable de parler de mon cancer de la prostate. De 96, j'ai été opéré le 16 janvier 96, jusqu'aux années 2000, j'ai jamais été capable d'en parler. Le cancer de la prostate, à cette époque-là, c'était presque une maladie honteuse. On avait honte d'en parler. On avait peur d'en parler parce qu'il y a bien des gens qui disaient « Ah, tu as un cancer de la prostate, tu n'as plus de vie sexuelle, tu as été opéré, tu n'as plus de vie sexuelle. » Alors, il y avait tous ces tabous-là qui entouraient. Et nous, les hommes, on est des performants, on veut toujours être les meilleurs, on est fait comme ça. C'est tout à fait normal, on est comme ça. Mais c'est quand même grave.
Un jour, le docteur Audel Lapointe m'appelle et me demande, ça c'était au début des années 2000, il me demande, viendrais-tu prononcer une conférence pour une levée de fonds de la Fondation québécoise du cancer? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Et je me ramasse au Château Champlain. Il y a à peu près 650 personnes dans la salle. Je suis sur la table d'honneur avec Raymond Garneau, Claude Castonguay. Raymond Garneau me passe un billet, puis il dit « Moi aussi, je l'ai eu ». On ne le savait pas. Claude Castonguay, ben moi aussi, je l'ai eu. Alors, et là, je panique, là, parce que c'est la première fois que j'en parle, ouvertement et publiquement. Ça a comme déclenché quelque chose. Pas longtemps après, la Fondation Procure m'a approché. C'était au départ, d'ailleurs, le nom est très anglophone, parce que c'était très anglophone au départ, c'est Prostate Cure. On a gardé le nom. Et là, il y a un directeur, Malvina était là. Malvina est là depuis le début, elle est notre directrice générale actuelle. On s'est rencontrés. Tranquillement, on a commencé à parler un peu, d'aider, d'être le porte-parole de la Fondation. Et à un moment donné, quand il y a eu un directeur général francophone qui est arrivé, là, on s'est mis à travailler, puis à travailler fort. Et là, on a commencé à dire, ça n'a pas d'allure, il faut aider les hommes. Alors moi, j'avais la réputation d'être un macho, 2 divorces, 4 enfants. J'étais vraiment peut-être le candidat idéal. J'étais un des premiers à en parler ouvertement, à faire des conférences, à dire aux hommes, on est capable de s'entraider. Et c'est ce qu'on fait à la Fondation Procure. L'histoire de Jacques Duval m'était toujours restée en mémoire. Moi, pas longtemps après que Jacques Duval soit venu m'aider, moi, j'ai aidé Winston McQuaid. Winston, il m'appelle, un jour, il dit « J'ai la même chose, Jean, que toi, cancer de la prostate, il faut que je me fasse opérer. » On est allé au bar, on s'est pactés tous les deux. Et je lui ai demandé, et ce que je fais souvent avec les gens, je leur demande « Est-ce que tu as confiance en ton médecin? » Winston, il me dit « Non, je n'ai pas confiance en mon médecin, je change de médecin. » Et il est allé voir Taguchi à McGill, et ils sont devenus des amis. Ils sont des amis proches depuis ce temps-là. Winston file le parfait bonheur, ça va super bien. Lui aussi, comme moi, après 1 an, il a été obligé de faire de la radiothérapie. Moi, j'ai été obligé de faire de la radiothérapie parce que mon médecin, je l'ai appelé, mon médecin qui m'a opéré, il m'a dit « Je t'en ai laissé un peu. » Il avait peur, tu sais, j'étais jeune, la vie sexuelle, etc. Il dit « Probablement que je t'en ai laissé un peu. » Il dit « Je te conseille de faire de la radiothérapie. » Winston, la même chose, a fait de la radiothérapie. Moi, ça va faire 16 ans, le 16 janvier prochain. 16 ans que j'ai été opéré. C'est le docteur Saad qui me surveille maintenant. Mes taux de PSA, pour vous montrer, là, je veux pas vous décourager, je suis la preuve qu'on peut contrôler cette maladie-là. C'est sûr qu'on n'en guérit pas, parce qu'on n'a pas encore guéri un cas de cancer, peu importe lequel. Mais je suis l'exemple parfait qu'on peut faire une vie normale, une vie agréable avec le cancer de la prostate. Mais mon taux de PSA a toujours monté un petit peu. Là, je suis rendu pas loin de 7. On se surveille. Je vais avoir quand je suis allé faire une conférence avec le docteur Lacombe mardi dernier à l'Université Laval, il m'a tellement fait peur que le lendemain, je suis allé passer une prise de sang. J'ai toujours une prescription de Fred sur mon bureau. Puis de temps en temps, je la prends, puis je vais à l'hôpital Notre-Dame, puis je passe une prise de sang. Ça monte, comme Fred le disait, ça monte tellement lentement et ça avait baissé un peu la dernière fois. Donc, c'est encourageant. Il y a des points encourageants. Là, je suis en train d'essayer je ne sais pas si je devrais dire ça, mais j'essaye la vitamine D. Je ne croyais pas beaucoup aux vitamines, mais à une autre conférence, je ne me souviens pas laquelle, c'est la conférence d'Armin Aprikian qu'on avait fait en anglais pour les patients anglais. Là, on parlait de la vitamine D. Alors, j'ai demandé à Fred de me faire une prescription de vitamine D 1 fois par semaine, 10 000 unités. Alors, je la prends tous les mardis. Là, ça fait 2 mois et demi que je la prends. Là, j'ai un rendez-vous avec Fred la semaine prochaine, ou vendredi, je pense. Puis là, on va voir si ça a monté ou si ça a descendu. Je vous le ferai savoir. Alors, quand on a commencé chez Procure, je vais vous raconter une petite anecdote. Les hommes ont tellement besoin de poser des questions et de savoir des choses, savoir ce qui se passe dans leur maladie. Une journée, je suis sur la rue Sainte-Catherine, puis il y a un monsieur qui m'arrête, il dit « Monsieur Paget, est-ce que je peux vous parler? » Je dis « Oui. » Avec plaisir. Il dit « Mon père, ça va pas bien, il veut se suicider. » Je dis « Wow. Wow. » J'ai dit « Donne-moi l'adresse email de ton père, je vais y parler. » Alors là, au fur et à mesure, et je disais toujours ça, moi, à chaque réunion, il faut établir un réseau d'entraide. On a actuellement
une ligne 1-800. Je ne sais pas si c'est 1-800 ou 888, mais on a une ligne. On a procure.ca. Et moi, là, j'ai fait depuis les 7-8 dernières années, là, régulièrement correspondu par email ou par téléphone avec des gens que j'ai jamais vus de ma vie, que je connais pas, mais qui avaient besoin de poser des questions, d'être réconfortés. Des gens à qui je racontais un peu mon histoire, j'écoutais un peu la leur, et on essayait de trouver les mots pour les aider. Je crois beaucoup à ça, moi. On a actuellement un infirmier qui est spécialisé en urologie, qui répond au téléphone. Les messages qu'on a sur le répondeur chez Procure, on lui transmet, il rappelle les gens pour leur parler, pour répondre à leurs questions. Sur le site Internet, on a une place où vous pouvez écrire vos questions. On a le livre « Comprendre le cancer de la prostate » que Fred a écrit avec le Dr McCormick. C'est un livre qui est excessivement bien fait. On est rendu à la 3e édition. On l'a donné à des milliers d'exemplaires gratuitement. Si vous voulez l'avoir, gênez-vous pas. Je ne sais pas s'il y en a ici ce soir, mais si vous allez sur le site procure.ca et on va vous en envoyer un. Alors, c'est ça qu'on fait. Et je crois beaucoup qu'on a fait beaucoup de progrès. D'ailleurs, les dernières statistiques de Statistique Canada de l'an dernier, le taux de survie, après 5 ans, est passé de 95 à 96 %. Donc, c'est vraiment encourageant. Et je pense que chez Procure, ce point de pourcentage-là, on a une petite partie à nous autres. On a la biobanque, Ginette vous en a parlé, c'est un projet qui est extraordinaire et qui demande beaucoup d'argent, de financement. Alors, on travaille très fort là-dessus. On a aussi tous nos projets de sensibilisation et d'éducation. Moi, je crois beaucoup à la sensibilisation et l'éducation. On a aidé, je pense, depuis 10 ans, on a aidé des milliers d'hommes québécois à passer à travers la maladie. On a sauvé des vies. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui sont venus me dire « Ah, je t'ai entendu à la télévision, ou je t'ai entendu à la radio, ou j'ai lu un article, et je suis allé passer un test chez mon médecin, et il m'a fait rentrer d'urgence à l'hôpital pour me faire opérer par l'urologue. » Alors, on a sauvé des vies. Et ça, je pense que c'est bien important. Je pense qu'on est capable, tous ensemble, de se serrer les coudes, de s'aider et de passer à travers cette maladie-là, parce que, comme Fred vous l'a expliqué, c'est une maladie qu'on peut contrôler. J'en suis l'exemple, ça va faire 16 ans au mois de janvier prochain. Il y a 25 500 Canadiens qui l'ont, le cancer de la prostate par année. Là-dessus, il y en a 4 500 qui vont mourir. Si vous transposez les données et vous ramenez ça au Québec, ça veut dire que chaque semaine au Québec, il y a 120 hommes qui sont diagnostiqués avec le cancer de la prostate. 120. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup d'hommes. Alors, le dépistage, oui, je suis pour le dépistage, mais comme le docteur Lacombe le disait la semaine dernière, et ça m'a frappé, il dit, le patient a aussi une responsabilité. Si ton cancer est à 1,5 ou 2 à l'échelle Gleason, ton médecin va te dire, bien, peut-être que on peut surveiller pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voir la progression de la maladie, mais le patient a aussi une responsabilité, parce que là, il y a le mot cancer dans la tête, là. Il sait qu'il y a un cancer dans le corps. Comment il va réagir? Alors, c'est là la responsabilité du patient. C'est pour ça que, est-ce qu'on fait du dépistage à outrance ou on fait... Moi, je pense que oui. Je suis d'accord avec les urologues qu'on doit dépister le plus d'hommes possible pour essayer d'en garder le plus possible. On n'a pas le moyen, par négligence, je pense, de perdre des amis, des cousins, des frères, des compagnons de travail. Parce que quand ça sort de la prostate, c'est fini, là. Ça dure un bout de temps, mais bon, on voit la lumière au bout du tunnel, là. Si Jack Layton avait été pris à temps, est-ce qu'il serait encore avec nous autres? Probablement. John Ferguson, le joueur de hockey, est mort de ça. Frank Zappa, le musicien. Dennis Hopper, le réalisateur de Easy Rider, qui jouait lui aussi dans Easy Rider, il est mort à 71 ans. Imaginez, 71 ans. C'est jeune, là. On me dit qu'il y en a qui ont 71 ans ici dans la salle ou qui vont l'avoir, là. Vous n'êtes pas prêt à mourir. Lui non plus, il n'était pas prêt à mourir. Mais c'est une maladie qui est hypocrite. Il n'y a aucun symptôme. J'étais exactement comme ça, moi, à 49 ans. J'étais en pleine forme. Je jouais au tennis 3-4 fois par semaine. Je faisais du sport. J'avais du plaisir dans la vie. Et, bang, parce que mon médecin était allumé, ils m'ont découvert un cancer de la prostate qui m'aurait tué dans les 10 années si je n'avais pas été opéré.
Une chose qu'il faut retenir, on parle beaucoup de sexualité, il y a beaucoup de questions qui se posent. On fait là aussi chaque année les journées de sensibilisation du cancer du CHUM à Place des Jardins. C'est peut-être là où les gens viennent, on a le plus de contact avec les gens qui viennent nous poser des questions. Et il y a beaucoup, beaucoup de questions qui tournent autour de la sexualité. Il ne faut pas se le cacher, là. Il y en a qui ont des problèmes d'érection après l'opération du cancer de la prostate. Mais une chose que je retiendrai toujours que Fred a dit, le désir, ça n'a rien à voir avec l'érection. La libido, ça n'a rien à voir avec l'érection. Vous l'avez encore, même si vous n'avez plus d'érection ou si vos érections sont moins bonnes qu'avant. Je dis toujours, moi, à mon âge, je privilégie la qualité au lieu de la quantité. La petite vite du matin, là, ça ne m'intéresse plus, ça. Peut-être que c'est l'âge, peut-être que c'est le cancer, mais en tout cas. Et aujourd'hui, on a découvert aussi le Viagra, le Cialis, le Levitra, qui sont des... Moi, j'ai essayé les trois par expérience, pour faire une expérience. De temps en temps, j'en prends, puis je me gêne pas. Soyez pas gênés. Parlez-en, parlez-en. C'est comme ça qu'on va passer à travers. C'est comme ça qu'on va réussir à convaincre tous les hommes de s'entraider, de se serrer les coudes et un jour peut-être qu'on découvrira, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait actuellement. Il y a des avancées très importantes dans les médicaments, entre autres, qui ont été découverts au cours des dernières années et qui vont peut-être prolonger notre vie à plusieurs d'entre nous. Et la qualité de la vie aussi, c'est important. Pas seulement prolonger la vie avec de la qualité de vie. Alors ça, c'est très important. Cette année, on n'a pas fait le mouvement Movember. Movember a décidé de consacrer l'argent recueilli à la recherche. Ils ont recueilli, l'année passée, on est embarqué avec eux, on a ramassé au Québec 4,9 millions de dollars. L'année d'avant, ils avaient ramassé 650 000. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Justin Trudeau qui était le porte-étendard. On s'est tout fait pousser la moustache. On avait tout l'air fou avec la moustache. On l'a fait de bonne foi. On était très contents de le faire. Ils ont ramassé 4,9 millions. Ils ont redonné au Québec 4,1 millions à des projets de recherche. Il y a actuellement dans plusieurs hôpitaux et plusieurs laboratoires du Québec de l'argent de Movember qui sert à la recherche. Mais nous, on leur a dit, on ne veut pas seulement faire de la recherche, on veut aussi parler au monde, aller sur le terrain, rencontrer les gens, organiser des événements. On organise la Marche du Courage chaque année, ça fait 6 ans. On en est à la 7e année cette année. Ça ne nous rapporte pas beaucoup, mais c'est un événement grand public qui nous permet de parler du cancer de la prostate. Ça nous permet d'avoir des entrevues à la télévision, des reportages dans les journaux, à la radio, d'en parler. Alors, 7e année cette année de la Marche du Courage. On appelle ça, tous nos événements portent le signe du courage, parce que ça prend du courage pour aller passer un test de dépistage et se faire dire qu'on a un cancer. On a aussi le Tour du courage, c'est Laurent Proulx. Laurent, lui aussi, 49 ans, marathonien, triathlète, super forme physique. Lui aussi, au sommet de sa carrière, s'est fait dire « tu as un cancer de la prostate, tu es obligé d'être opéré ». Alors, il est venu nous voir et a dit « j'aimerais ça m'impliquer en organisant le Tour du courage ». C'est un événement cycliste qui en était à sa 3e année cette année. C'est à Morin Heights, dans les montagnes, le samedi, la fête des pères, et le dimanche, avec nous autres sur le circuit Gilles Villeneuve pour la Marche du courage. Les cyclistes sont très, très généreux. Ils ont, chaque année, bon an, mal an, Laurent récolte aux alentours de 300-350 000 $ avec le Tour du Courage. C'est l'événement le plus payant. Et au cours des 2 dernières années, on a organisé la randonnée du courage en moto à la mémoire de Pat Burns. Pat Burns n'est pas mort du cancer de la prostate. Il est mort à 58 ans d'autres formes de cancer qui a commencé par le poumon, je pense. Mais il était un ami de la Fondation. Il était le premier président d'honneur, parrain d'honneur de la première marche qui avait eu lieu sur le Mont-Royal. Et déjà, à ce moment-là, il avait commencé ses traitements de chimiothérapie et ça n'allait pas bien. Alors, on a toujours eu une pensée pour Pat. Son cousin Robin est avec nous. C'est un des pères fondateurs de la Marche du Courage avec Father John Walsh et moi. On est les 3 pères fondateurs. Et ça nous permet de parler du cancer de la prostate. Alors, répandez la bonne nouvelle. Si vous avez des levées de fonds que vous voulez nous aider, bien, regardez, c'est une paire de bobettes avec une fleur de lys. C'est pas plus, on ne peut pas avoir plus québécois que ça, là. Alors, soutenez les prostates d'ici. Procure.ca, c'est notre site Internet. Et souvenez-vous qu'il y a de l'espoir
C'est pas la fin du monde. On sait quand on vous l'annonce que c'est la fin du monde. On est tous passés. Probablement qu'il y en a plusieurs qui sont passés par là. Vous savez ce qu'on fait à la Marche du Courage? Ceux qui veulent, là, ceux qui sont des survivants du cancer, on leur donne un T-shirt rouge, un chandail rouge. Les autres, ben, ils s'habillent en bleu, comme en bleu procure. Alors, et des gens aiment bien ça. Puis, on se reconnaît entre nous et on a quelque chose en commun. Alors, c'est un bel événement. Si vous pouvez être là à la Fête des Pères. C'est toujours la Fête des Pères, c'est significatif pour nous autres. La Fête des Pères, les hommes. Alors, si vous voulez nous soutenir, ben gênez-vous pas. Procure.ca et sur le site web. Et gênez-vous pas, si vous voulez avoir un livre, il est très bien fait. Et ça nous permet, de comprendre très bien ce qu'est le cancer de la prostate. Merci, bon courage, et on va se serrer les coudes. On va passer à travers. Merci beaucoup. Il reste encore quelques minutes pour des questions à soit Dr Saad, M. Pagé. Bonjour, M. Pagé. Bonjour, M. Saad. Bonjour, madame. Moi, j'ai été diagnostiqué il y a 7 ans d'un cancer de la prostate. Et puis, ce que je me suis rendu compte que de pire dans le cancer de la prostate, c'est qu'il monte au cerveau. Toute notre vie devient un cancer. Ça fait seulement 1 an à peu près que j'ai complètement oublié parce que j'ai un médecin en qui j'ai confiance. C'est lui qui a le problème, c'est pas moi. Quand je vais être prête à être opéré ou à être traité ou quelque chose, il va me le dire. Aujourd'hui, je suis encore stade 1 ou je ne sais pas quoi. Donc, apparemment, il m'a dit, écoute, Pierre, c'est sûr que tu vas mourir d'autre chose. Ben, moi, je ne voulais pas mourir au point de départ. Alors, là, c'est pas drôle ce que tu me dis, mais c'est dans la tête. Et il n'y a rien de plus vrai que ce que vous avez mentionné, c'est que notre vie ne devienne pas un cancer. C'est ça le pire. Parce que là, il n'y a plus de qualité de vie. Mais je pense que c'est normal, Fred, tu me corrigeras, là, mais au début, là, on y pense tous les jours, et plusieurs fois par jour. Je pense que c'est un phénomène normal, mais graduellement, je pense qu'on l'oublie. C'est sûr qu'au fur et à mesure, quand on lit un article dans le journal, ou quand on se fait rappeler qu'on a eu ça, mais je pense qu'avec le temps, on ne l'oublie pas, mais on vit avec, on vit mieux avec. Voilà. Je suis entièrement d'accord et peu importe le stade où ce qu'on est rendu, c'est ça que je répète continuellement aux patients, ils peuvent mourir tout de suite et arrêter de vivre. Et c'est ça que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont le diagnostic, et c'est vrai, des fois c'est très avancé, mais ils arrêtent de vivre parce qu'on leur dit qu'ils ont des métastases. Et là, ils profitent pas des 2, 3, 4 dernières années de leur vie, et ça, c'est malheureux. Alors, quand ils ont confiance, je suis capable justement de faire ça, de les convaincre que moi, je vais leur dire quand est-ce s'inquiéter. Et qu'à chaque étape, on va décider ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est des décisions continuellement. Le diagnostic est fait, il y a des décisions à prendre. Il y a une rechute, il y a une décision à prendre. Et c'est toujours à deux, c'est une décision partagée, éclairée. Mais moi, je permets les patients de paniquer la veille de venir me voir. Et s'ils paniquent trop souvent, je les vois moins souvent. Si je les fais paniquer, je leur dis, si ça vous fait paniquer de venir me voir, arrêtez de venir. Mais je veux qu'ils profitent de la vie pendant que les choses vont bien. C'est ça que les gens oublient. Des fois, qu'ils arrêtent de vivre bien trop tôt. On a bien laissé le temps de savoir quand c'est le temps d'arrêter de vivre. Et c'est pas la journée qu'on apprend quelque chose. Ça, c'est encore pire. Mais même à la fin de la vie, on rit à la clinique. On est capable d'avoir du plaisir à se voir, même en chimiothérapie, même quand ils sont rendus à la 3e ligne de traitement. C'est extraordinaire comment certaines personnes peuvent profiter et la façon qu'on vit le cancer est complètement différente. Et c'est là où on a des psycho-oncologues qui travaillent avec nous. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de l'aide. Ils ont des fois par la famille, mais quand on a besoin d'aide extérieure, il ne faut pas dire « je suis au-dessus de ça ». Si on a besoin d'aide d'un psychiatre, d'un psychologue, il ne faut pas gêner. Il ne faut pas le vivre seul, enfermé. Oui.
Une question d'un internaute pour Dr Saad. Quel est votre point de vue sur les traitements HIFU, très populaires en Europe, mais moins connus ou utilisés en Amérique du Nord? Alors, c'est quelque chose qui n'a pas encore fait ses preuves. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? HIFU, alors c'est des ultrasons qu'on dirige vers la prostate. Okay. Alors, par le rectum, un peu comme la biopsie qu'on fait, on peut introduire une sonde qui va envoyer des ondes tellement chaudes, tout en épargnant le rectum, pour ne pas faire un gros trou dans le rectum. Les premiers appareils, c'est ça qu'ils faisaient. Alors là, on est rendu à des générations qui sont de plus en plus perfectionnées, mais ils n'ont pas encore assez fait leur preuve pour que ce soit approuvé au Canada comme une option qu'on peut offrir chez tout le monde. Il y a des études qui se passent avec ça, mais qu'est-ce que je pense de ça? Je pense qu'en Europe, ils ont eu beaucoup d'expérience. Ça fait des années, mais c'était essai, échec. Alors, heureusement, on n'a pas embarqué dans ça il y a 15 ans quand ils sont venus me voir en premier. Mais je pense que là, les dernières générations commencent à être assez intéressantes. À qui on va l'appliquer, quand? Ça, c'est encore une question qui est encore à répondre. Mais c'est quelque chose qui va s'en venir, mais ce n'est pas encore approuvé parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Ce qu'il faut éviter, c'est que les gens soient des cobayes pour quelque chose qui n'a pas encore atteint un niveau qu'on peut dire, oui, elle est aussi bonne que l'opération et on va le donner, ou aussi bon que la radiothérapie, qui a 30 ans de recul. J'ai une autre question, cette fois-ci pour M. Pagé. Il y a beaucoup aussi de membres de famille qui se sont déplacés, probablement qui sont sur Internet. Pour vous, qu'est-ce que vous diriez à ces membres de la famille-là qui tentent d'appuyer quelqu'un qui a un cancer de la prostate? Ben, je pense que c'est les gens de ta famille, c'est les plus importants. C'est eux qui sont là tout le temps. Mais je pense qu'il ne faut pas trop en parler. À un moment donné, je pense que le patient a besoin d'être... je vais vous raconter, moi, je ne pouvez pas savoir le nombre de fois que j'ai essayé de pisser mon cancer. Tout seul, la nuit, assis à la toilette. C'est incroyable. Mais là, ça, j'en ai jamais parlé à personne, là, je vous le dis là, ce soir. Là. Mais tu sais, à un moment donné, tu dis, là, il faut que je sorte ça. Puis finalement, j'étais en convalescence et après l'opération, c'est quand même une grosse opération. J'avais perdu beaucoup de sang, moi. J'avais fait de l'autotransfusion. J'en avais manqué parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Ma prostate était mal positionnée. Mais finalement, le docteur Bazinet, qui m'a opéré, a dit bon, ben, il est jeune, il va récupérer vite. J'ai perdu connaissance 3-4 fois à l'hôpital. Puis, l'encouragement, c'est que là, tu es chez vous avec le sac attaché après la cuisse, là, puis la sonde pendant quelques jours. Ah, bon année, il te l'enlève. Alors, ça, c'est le bonheur total. Là. Tu dis, hop, tu fais un pas. Et là, tu prends ta douche, tu es moins fatigué que la veille. Tu vas prendre une marche dehors, oh, tu marches un petit peu plus. Et tu sens vraiment la progression dans la récupération. Moi, au bout de 2 mois, je joue au tennis. En double, par exemple, pas en simple. Là. Puis, j'ai recommencé au bout de 3 mois à travailler, puis c'était correct. Mais mes enfants m'en parlaient, mais ils respectaient, je pense, mon intimité. Parce qu'on vit ça aussi en dedans de nous-mêmes, là, beaucoup, là. En intimité. Mais de temps en temps, ils en parlaient, ou quand j'avais le besoin d'en parler, avec des chums, tu sais, des chums qui l'ont eu, là, comme Duval, comme Winston. Alors, quand on se rencontrait, on en parlait un peu, comment tu vas. Mais je pense que la famille est très, très importante. C'est la première ligne de soutien que tu as. Puis tes amis, tes vrais amis. C'est là que tu les vois, tes vrais amis aussi. Là. Et souvent, là, c'est le fun, parce que tes vrais amis, ils t'en parlent pas. Ils t'amènent prendre un café, mais ils ne parlent pas de ton cancer. Là. Ils disent hey, comment ça va? Bon, OK, on va-tu prendre une bière? On parle de hockey, on parle d'autre chose. Puis tu dis, ben regarde, ça c'est un vrai chum, il m'en a pas parlé. Et toi, quand tu sens le besoin d'en parler, t'en parles. Je sais pas si c'est clair. Là. Il y a une vie après le cancer, je pense. Oh oui, il y a une vie après le cancer. Ouais. Après, avant et pendant. Oui. Alors, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on a eu 2 bons conférenciers ce soir. Merci.
Alors, je voudrais juste vous réitérer le fait que Procure est toujours disponible pour vous donner de l'information, vous fournir de l'aide. Monsieur Tesser, Jean nous en a parlé tantôt, il est juste là à l'entrée de la salle. Notre infirmier ressources, vous pouvez communiquer avec lui par courriel, par téléphone. Il va se faire un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Alors, je voudrais vous rappeler aussi qu'on a des levées de fonds en cours à Procure. Il y a d'ailleurs M. Pagé qui a promis 5 000 $ à Procure s'il y a 1 000 donneurs qui s'associent à lui. Alors, 1 000 donateurs de 10 $ et plus, je donne 5 000 $ à Procure. Alors, vous allez sur ma page Facebook. J'ai 2 pages. Là, ils m'ont organisé là, le Facebook. J'ai bien de la misère, mais j'ai une page officielle où vous pouvez faire des dons. Alors, il y aura aussi, au début du mois de décembre, un repas vietnamien qui est organisé par M. Gaspard Fauteux, présent parmi nous ce soir aussi. Et ça aussi, vous aurez toutes les informations à procure.ca. S'il vous plaît, remplissez le formulaire d'évaluation. On aime avoir votre opinion. On aime ça après organiser d'autres conférences et en tenir compte. Et en terminant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été parmi nous. Merci. Merci.